L'invité de 15 cette semaine, c'est Yves Collin, directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous lancez ce soir au Bataclan à Paris la première édition de votre festival La Nuit de la Rue. La scène rap se mobilise contre le mal-logement. Comment vous avez eu l'idée de ce festival ? L'idée de ce festival vient de loin. En fait, on a une longue histoire avec le rap. Depuis une bonne dizaine d'années, on organise des choses avec des rappeurs. On organise des concerts. À l'origine, il s'agissait d'une opération qui s'appelait Abbey Road et qui visait à aller à la rencontre des jeunes au travers des festivals musicaux d'été. Et chaque fin d'été, on avait l'habitude d'organiser un concert. Ça a été longtemps à la Cigale pour à la fois rendre compte de ce qui s'était passé pendant l'été, puis donner une lumière, une forme de lumière à cette opération, et puis rassembler les gens pour faire la fête à un moment donné, parce qu'il n'y a pas que la sensibilisation qui compte, même si c'était l'objet de cette opération. Et on a appris à se connaître avec les rappeurs, mutuellement sans doute. Il était logique qu'à un moment donné, cette opération évolue, prenne un peu d'ampleur, c'est vraiment l'intention. Et aujourd'hui et demain, on est au Bataclan pour commencer une nouvelle aventure avec La Nuit de la Rue. C'est Fianso qui fera le concert de clôture samedi soir. Il se définit comme le parrain de l'association Abbé Pierre depuis 2019. Racontez-nous votre histoire avec lui. Alors Fianso, en fait, on avait eu des contacts à l'époque d'Abbey Road. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'a eu lieu le premier concert avec lui en 2019. On avait eu un premier contact qui ne s'était pas traduit par une opération à proprement parler, mais enfin, on avait fait connaissance. Et puis, en 2019, on lui a proposé de prendre la carte blanche avec les artistes de son choix. Il avait mobilisé notamment les artistes des Affranchis, Vald, Soul King, etc. Et on avait fait un Olympia. C'est un line-up qui valait largement cette salle-là, deux fois la Cigale. Et on n'avait jamais regretté. Sofiane s'est immédiatement mis dans la peau, effectivement, d'un parrain, d'un soutien, d'un ambassadeur, on l'appellera comme on veut. Il a connu, évidemment, les quartiers, il a connu des difficultés de logement. Oui, vous dites qu'il a dormi dans sa voiture pendant plusieurs mois. Ouais, alors il en parle très peu, c'est pas à moi d'en parler à sa place. Il le fera s'il le souhaite, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a un parcours de vie un peu accidenté, comme peut l'être celui de nombreux rappeurs, rappeuses et rappeurs. On n'a pas besoin, avec les artistes de ce monde-là, d'aller très loin dans l'explication à la fois de ce qu'est le combat de la Fondation, qui est de lutter contre le mal-logement, contre la grande précarité. On n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est que la stigmatisation, ce que c'est que ce fameux mal-logement, ce que c'est que les conditions de vie dégradées, la difficulté d'accès à l'emploi, etc., etc. Parce que la plupart du temps, ils l'ont vécu. Ils connaissent ça très bien pour la plupart, effectivement. Ils sont passés par là. Le rap leur a permis de s'en sortir. Donc, il y a une espèce de rapprochement naturel qui se fait. Et puis, on n'a pas besoin non plus de leur raconter qui est la Fondation, parce que, pour la plupart, ils ont été confrontés de près ou de loin à des actions de la Fondation, au travers des quartiers, au travers d'autres actions auprès des populations en difficulté. Ronisia, Doria, le Juice, Attic seront aussi de la partie, tout comme Black M. Il est aussi, je crois, à vos côtés depuis longtemps, Black M. Black M, effectivement, est déjà venu lors d'un concert de l'opération Abbey Road. Ça devait être en 2015 ou 2016, donc ça commence à remonter un petit peu. Il avait eu l'occasion de jouer effectivement devant ce public-là, et puis était revenu pour rencontrer des personnes aidées par la Fondation. On avait fait ça au siège de la Fondation elle-même. Et puis ensuite, il nous avait conviés, les uns et les autres, à un concert privé dans les locaux de Sony Music, son label. Oui, il y avait eu une opération d'une grande sensibilité de la part de Black M,
qui, c'est pareil, il y a une histoire de vie aussi particulière. Enfin, il a été expulsé avec sa famille. Oui, du jour au lendemain, il est revenu et les serrures étaient bloquées. Il raconte souvent ça. Absolument, absolument. Il n'hésite pas, lui, à en faire état. Et c'est très bien. Donc, oui, avec Black M, les choses ont été immédiatement faciles. Ensuite, il a écrit une chanson sur le sans-abrisme. Ainsi valse la vie. Ainsi valse la vie, exactement. Et il a tenu à nous associer à la création du clip. Voilà, donc oui, il y a une aventure avec Black M. Et quand on lui a proposé d'être à la première nuit de la rue, il n'y a pas eu une once d'hésitation. Les artistes, je crois, ne sont pas rémunérés pour ce concert. Exactement. C'est rare quand même des gens qui se donnent encore comme ça, des artistes qui font don. Oui, c'est rare. Est-ce que ça durera? Peut-être pas, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, ça permet d'avoir des affiches de ce type-là, d'offrir ça à des publics à des tarifs vraiment accessibles, et puis de se permettre aussi d'inviter des publics aidés par la Fondation, parce qu'on n'organise jamais un événement sans que ces publics-là soient mobilisés aussi, quand ils le souhaitent. Donc ça a été le cas, évidemment, ce soir et demain soir, on aura des personnes aidées par la Fondation qui assisteront aux 2 concerts. La Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a 330 000 personnes sans domicile en France. Est-ce que le gouvernement, selon vous, est à la hauteur sur ce sujet? C'est un peu compliqué. Alors, on peut dire que le bilan est mitigé. Autant sur ces problématiques-là, il faut bien reconnaître au gouvernement d'avoir à la fois ouvert des places d'hébergement et de les avoir maintenues après la crise Covid. D'autres gouvernements par le passé ont déclenché des plans hiver, par exemple, et les ont fermés dès les premiers beaux jours. Ça n'a pas été le cas avec cette majorité-là. Donc, il faut lui rendre aussi hommage sur cet aspect. Après, il n'y a pas que cet aspect. Sur une politique globale du logement, on ne peut pas dire que le bilan est positif. Et quand on voit des migrants place de la République, on leur retire leur tente, on ne se dit pas que là, le bilan est positif. Oui, il y a effectivement ces phénomènes-là qui sont vus et su. Et puis, il y a toutes ces problématiques de construction. On manque de tout. On pourrait cibler sur les jeunes, peut-être qu'on y viendra. On manque de tout. Et puis, il y a une forme d'incompréhension quelque part de certaines problématiques sociales et puis d'un déterminisme social qui existe dans ce pays, quoi qu'on fasse. Même si par rapport à d'autres pays voisins, les amortisseurs sociaux sont plus puissants en France et sont mieux organisés, il n'en reste pas moins vrai qu'on n'échappe pas forcément à son destin. C'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour tout le monde. Donc c'est important que ce gouvernement prenne conscience de ces déterminismes-là. Les APL, supprimer 5 € et puis 5 €, etc., ça paraît pas énorme. Mais quand on a un budget qui tient à l'euro près, c'est énorme. Là, vous parlez précisément des étudiants qui sont en difficulté, à qui on a retiré ce qui peut paraître peu d'euros et qui finalement change tout à la fin du mois. Alors, pas seulement les étudiants, effectivement, mais les étudiants aussi, les jeunes publics en général et les étudiants aussi. On a une situation des étudiants en France qui est un peu préoccupante, pas qu'en France, mais en France aussi. Et on n'a pas l'habitude ici. On est plus attentif, effectivement, que chez d'autres voisins à ces problématiques-là. On a quand même aujourd'hui 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est à peu près 1 000 € par mois? Ouais, c'est ça. C'est un peu moins de 1 000 € par mois. Donc, c'est vraiment très peu pour se loger. D'autant que là aussi, on a des carences importantes. On a 175 000 logements Crous, donc qui sont destinés effectivement aux personnes et aux jeunes qui ne peuvent pas se loger dans le circuit classique. Et on a 700 000 boursiers qui ont droit de fait à ces logements-là. Donc là, il y a un vrai problème de chiffres. Oui, il y a un gap qui est extrêmement important. Aujourd'hui, sur 3 millions d'étudiants, on a 700 000 boursiers, ce qui représente quand même beaucoup. Donc il y a un signal là, il faudrait l'entendre. Et puis on a effectivement une carence et des prix des logements privés qui sont extrêmement chers, de plus en plus chers. On a 50% des étudiants à peu près qui sont obligés de travailler pour payer leurs études. Alors on peut se dire oui, ça s'est toujours fait, etc. Dans ces proportions-là, non. Dans ces proportions-là, non.
Concernant la jeunesse, justement, vous parliez aussi du phénomène Tanguy, les jeunes qui restent chez leurs parents très longtemps. C'est un phénomène qui est en forte augmentation. Ils étaient 3 200 000, je crois, en 2013, 3 500 000 en 2020. Comment on peut l'expliquer et comment faire face à ça ? Eh ben, c'est exactement le résultat de ce qu'on vient de se dire. Pas de logement disponible à des prix accessibles pour des jeunes qui démarrent dans la vie, qui sont sur un premier emploi, qui sont souvent sur des emplois précaires. Donc avec une difficulté aussi à se projeter, y compris pour les locataires, les loueurs, pardon. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre quand on a un petit logement qu'on se paye avec les loyers en pensant à la retraite demain. On ne prend pas le risque d'avoir un étudiant qui est en logement précaire, d'un jeune même, avec un premier salaire, qui est toujours un salaire assez fragile, et puis prendre le risque de ne pas pouvoir faire face aussi, quand on a des remboursements de prêts, de faire face à ces remboursements-là. Donc c'est un cercle vicieux et on ne donne pas les moyens à ces publics en difficulté d'en sortir. Et ce signal des APL est un signal extrêmement négatif. Votre association estime que plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France. Qu'est-ce qu'il faudrait là comme mesure urgente pour régler tout ça ? On manque de logements, clairement. Et on manque de logements adaptés. Et enfin, on manque de logements adaptés dans les régions les plus tendues. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis on est confronté, et on en est conscient, et il faut rentrer dans cette logique-là, on est confronté aussi à des impératifs climatiques qui obligent à être plus malin, plus intelligent, plus habile et créatif qu'on l'était par le passé, parce que même si on avait une volonté politique débordante de bonnes intentions pour construire partout, ça manque. D'abord, il faut trouver les terrains, mais ensuite, il faut aussi penser à ces objectifs climatiques importants et pas bétonner comme un sauvage à tout va. Donc, ça demande d'abord beaucoup plus de temps. Et le temps, on ne l'a pas, puisqu'il y a des gens à la rue. Et ça demande effectivement un effort d'adaptation important de la puissance publique et puis de tout le circuit du logement pour réhabiliter là où c'est possible, pour faire du diffus là où c'est possible, pour créer des petites entités en respectant ces impératifs climatiques là où c'est possible aussi. Bref, c'est une mobilisation importante qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir faire face à tous ces enjeux. L'an dernier, votre rapport expliquait que les femmes sont plus susceptibles de se retrouver à la rue à cause de violences intrafamiliales ou de séparation. Est-ce que vous avez l'impression que cette donnée a été entendue par les pouvoirs publics ? C'est très difficile. Si elle avait vraiment été entendue par les pouvoirs publics depuis le temps qu'on en parle, puisque ça fait une douzaine d'années que le phénomène des femmes à la rue qui n'existait pas auparavant est né et qu'on le dénonce, si ça avait été le cas, on aurait déjà vu une inflexion de cette logique-là. Or, il n'y a pas eu d'inflexion. Au contraire, on a aujourd'hui des familles et même des enfants à la rue, 3 000 enfants à la rue aujourd'hui, donc c'est souvent des mères avec enfants. Et ce phénomène de fragilisation, finalement, il répond à la même logique d'incompréhension de ce déterminisme social qui fait qu'on a des publics plus fragiles que d'autres et qui ont besoin d'être aidés différemment des autres. Les femmes en difficulté dont vous parliez il y a un instant, ce sont souvent des ménages monoparentaux, donc avec une responsabilité sur des enfants, avec un petit boulot qu'on fait comme on peut parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a des complications terribles. Et puis souvent, on est logé loin du boulot parce qu'on n'a pas les moyens de se loger mieux. Bref, là aussi, on est sur des cercles vicieux où les galères s'auto-alimentent les unes les autres pour arriver à des situations effectivement extrêmement préoccupantes. Dernière question, est-ce que vous savez quel point sera mis en lumière dans votre rapport 2024 ? Est-ce qu'il y a un nouveau phénomène qui émerge par rapport au mal logement ces derniers mois ? Alors oui, je sais effectivement quel sera le thème. On est à 1 mois et demi, 2 mois de la sortie, 1 mois et demi de la sortie de cette nouvelle édition. Et effectivement, le travail est avancé. On va plutôt cibler sur le logement indigne. Parce que c'est un phénomène récurrent, parce que c'est un phénomène qui s'est aggravé avec les crises qu'on vient de passer, puisque les ménages ont moins de moyens
en règle générale. Donc sur les ménages les plus aisés, ça se sent très peu. Sur les ménages en difficulté, quand on a acheté son logement et qu'on doit l'entretenir, si l'argent vient à manquer, on n'entretient plus et les logements se dégradent et ce qui était un logement classique, aux normes, etc., devient très vite un taudis, avec tout ce que ça peut entraîner comme complications. Vous pensez en termes de santé notamment? En termes de santé, bien sûr, en termes de qualité de vie, bien évidemment. Enfin, encore une fois, les publics qui dérouillent sont des publics qui dérouillent partout. Quand on n'a pas les moyens et qu'on est obligé de faire des arbitrages sur le logement, ça veut dire qu'on en fait aussi ailleurs. Donc on se chauffe peu. Enfin, la précarité énergétique, c'est quelque chose de massif dans notre pays. C'est un Français sur 5 aujourd'hui, hein. La précarité énergétique, donc on se chauffe peu l'hiver, on souffre de la chaleur l'été. On est soumis à des difficultés de tous ordres, à tous les niveaux. Donc l'urgence, elle est là. L'urgence, elle est générale. Merci beaucoup Yves Collin d'être passé dans 15. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la Fondation Abbé Pierre. À bientôt. À bientôt.